En cet été 1854, la chaleur écrasait la Louisiane comme une punition divine. Sur les terres du domaine Willowbrook, propriété de Lord Aldrich Harrington, 300 esclaves courbaient l'échine dans les champs de coton. Le soleil tapait sans pitié, et la sueur coulait sur les peaux noires comme des rivières silencieuses. Lord Aldrich Harrington était un homme de 45 ans, héritier d'une fortune bâtie sur le commerce du coton et le sang des esclaves. Grand, les tempes grisonnantes, il portait sur son visage cette expression froide que seuls les hommes habitués à posséder d'autres hommes peuvent afficher. Il avait épousé Cecily Whitmore 3 ans plus tôt, non par amour, mais par calcul. La famille Whitmore possédait des terres adjacentes aux siennes, et ce mariage avait doublé son empire. Lady Cecily Harrington avait 24 ans. Belle, avec ses cheveux auburn et ses yeux d'un vert profond, elle vivait dans cette grande maison blanche comme une prisonnière dans une cage dorée. Son mari la touchait à peine, préférant passer ses nuits à la Nouvelle-Orléans où, disait-on, il entretenait plusieurs maîtresses. Cecily errait dans les couloirs du manoir, fantôme parmi les fantômes, comptant les jours qui se ressemblaient tous. Elle avait peur de l'eau. Une terreur viscérale qui remontait à ses 7 ans, quand elle avait failli se noyer dans l'étang de la propriété familiale. Son frère aîné l'avait poussée pour rire, et elle avait coulé. Depuis, la simple vue d'une rivière lui nouait l'estomac. Pourtant, chaque matin à l'aube, elle se postait à la fenêtre de sa chambre et regardait la rivière Teche qui serpentait au bout de la propriété. Et chaque matin, elle voyait le même homme y nager. Il s'appelait Tendaji. Tendaji avait 32 ans. Avant d'être capturé et vendu comme du bétail, il avait été pêcheur sur les rives du fleuve Volta, dans le royaume Ashanti. Son père lui avait appris à nager avant même qu'il ne sache marcher. Dans son village, on disait que Tendaji était né avec des nageoires à la place des pieds, tant il semblait à l'aise dans l'eau. Il connaissait chaque rocher du fleuve, chaque tourbillon, chaque endroit où les poissons aimaient se cacher. L'eau n'avait pas de secret pour lui. Les négriers l'avaient arraché à sa terre quand il avait 20 ans. C'était un matin comme les autres, il était parti pêcher à l'aube, et quand il était revenu au village, les hommes blancs étaient déjà là. Ils avaient des fusils, des chaînes, des fouets. Son père gisait dans la poussière, le crâne fendu. Sa mère hurlait tandis qu'on la traînait vers un groupe de femmes enchaînées. Tendaji avait tenté de la sauver. Il avait assommé 2 hommes avant qu'on ne le maîtrise. Il lui avait mis les fers aux chevilles et aux poignets, et il l'avait traîné vers la côte avec les autres. Sur la plage, il avait vu sa femme, Akosua. Elle était enceinte de 6 mois. Elle tendait les bras vers lui en criant son nom, mais il l'avait embarquée sur un bateau différent. Il ne l'avait jamais revue. Pendant la traversée, enfermé dans la cale avec des centaines d'autres captifs, il avait prié pour qu'elle survive, pour qu'elle mette au monde leur enfant, pour qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, il les retrouve. 12 années s'étaient écoulées depuis, 12 années à travailler dans les champs de coton, à courber l'échine sous le soleil de Louisiane, à recevoir des coups de fouet pour une récolte jugée insuffisante. Il avait vu des hommes et des femmes mourir d'épuisement, de maladie, de désespoir. Il en avait vu d'autres tenter de s'enfuir et se faire rattraper par les chiens. Leurs corps pendaient parfois pendant des jours aux branches des chênes, pour servir d'exemple aux autres. Tendaji avait survécu parce qu'il était fort, et parce que chaque matin, avant que le soleil ne se lève et que le contremaître ne siffle le début du travail, il volait quelques minutes pour nager dans la rivière Teche. Ces minutes-là, il fermait les yeux, et il était de retour sur le fleuve Volta. Il sentait l'odeur de la terre africaine, il entendait le chant des oiseaux de son enfance, il revoyait le visage de son père qui lui apprenait à lancer le filet. Ces minutes-là, il n'était plus un esclave. Il était Tendaji, fils de Kweku, pêcheur du royaume Ashanti, il était libre. Le contremaître, un homme brutal nommé Crawford, tolérait cette habitude. Tendaji était le meilleur travailleur du domaine, celui qui abattait le plus d'ouvrages. Tant qu'il était dans les champs à l'heure, Crawford fermait les yeux. Lady Cecily l'observait depuis des semaines. Elle voyait cet homme noir fendre l'eau avec une grâce qu'elle n'avait jamais vue chez personne. Il nageait comme s'il dansait, comme si l'eau et lui ne faisaient qu'un. Et quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'aurait su nommer, se mettait à trembler. Un soir de juillet, Lord Aldrich annonça qu'il partait pour la Nouvelle-Orléans. Les affaires à régler, dit-il.
Il serait absent 2 semaines, peut-être 3. Il embrassa sa femme sur le front comme on embrasse un meuble, et il partit. Cette nuit-là, Cécilie ne dormit pas. Le lendemain soir, alors que le soleil descendait derrière les cyprès, et que les esclaves regagnaient leur quartier, Lady Cécilie fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle quitta le manoir et marcha vers les cases des esclaves. Les regards se tournèrent vers elle. Une femme blanche ici, à cette heure, c'était inhabituel, dangereux même. On murmurait sur son passage. Cécilie sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Elle trouva Tendaji assis devant sa case, en train de réparer un filet de pêche qu'il avait fabriqué lui-même. Il leva les yeux vers elle et ne dit rien. Que pouvait-il dire? Un esclave ne parle pas à la maîtresse sans y être invité. Puis tu es celui qui nage dans la rivière chaque matin, dit Cécilie. Ce n'était pas une question. Tendaji hocha la tête. Je veux que tu m'apprennes. Le silence qui suivit dura une éternité. Autour d'eux, les autres esclaves avaient en cessé toute activité. Ils observaient en la scène, incrédules. Maîtresse, finit par dire Tendaji, ce que vous demandez est impossible. Pourquoi? Il faillit rire. Pourquoi? Parce qu'un esclave noir surpris seul avec la femme de son maître serait pendu avant le lever du jour. Parce que même l'idée de la toucher pour lui enseigner quoi que ce soit était passible de mort. Parce que dans ce monde, un homme comme lui n'avait pas le droit de poser les yeux sur une femme comme elle. Vous savez pourquoi, dit-il simplement. Mon mari est parti. Il ne reviendra pas avant des semaines. Personne ne saura. Les murs ont des yeux. Les arbres ont des oreilles. J'ai peur de l'eau depuis que je suis enfant. Cette peur m'étouffe. Je veux m'en libérer. Tendaji la regarda vraiment pour la première fois. Il vit dans ses yeux verts quelque chose qu'il reconnaissait. La même prison que la sienne, mais avec des barreaux différents. Nainus, et si on nous découvre? Demanda Tehil. Je te protégerai. Ces mots sonnaient creux, et ils le savaient tous les deux. Une femme blanche ne pouvait pas protéger un esclave noir. Pas dans ce monde. Pas en 1854. Mais Tendaji vit autre chose dans les yeux de cette femme. Une supplique. Un désespoir qu'il comprenait trop bien. Cette nuit, dit-il, quand la lune sera haute, retrouvez-moi à la courbe de la rivière, là où les saules pleurent. Cécilie hocha la tête et repartit vers le manoir. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le domaine pouvait l'entendre. La lune était pleine cette nuit-là. Cécilie se glissa hors du manoir par la porte de service, vêtue d'une simple robe de coton. Elle traversa les jardins, longea les champs endormis et rejoignit la courbe de la rivière. Tendaji était déjà là. Debout dans l'eau jusqu'à la taille, il ressemblait à une statue d'ébène sculptée par la lumière lunaire. « Vous êtes venu, dit-il. Tu pensais que je ne viendrais pas. Je pensais que la peur vous retiendrait. » Cécilie s'approcha du bord de l'eau. Ses pieds nus touchèrent la surface et elle frissonna. Pas de froid, de terreur. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Vous le pouvez. L'eau ne vous veut aucun mal. C'est votre esprit qui vous ment. » Il lui tendit la main. Cécilie la fixa longuement. Cette main noire, calleuse, abîmée par le travail. Cette main qui, selon les lois de ce pays, n'avait pas le droit de la toucher. Elle la prit. Tendaji la guida doucement dans l'eau. Centimètre par centimètre. L'eau atteignit ses chevilles, puis ses genoux, puis sa taille. Cécilie tremblait de tout son corps. « Respirez, dit Tendaji. L'eau sent votre peur. Montrez-lui que vous n'êtes plus une enfant. »« Mais comment ?»« Fermez les yeux. Écoutez la rivière. Elle chante, vous entendez ?» Cécilie ferma les yeux. Elle entendit le clapotis, le murmure du courant, le chant des grenouilles sur la rive. Et peu à peu, sa respiration se calma. « Bien, dit Tendaji. Maintenant, laissez-vous flotter. Je vous tiens. » Il plaça une main sous son dos, l'autre sous ses genoux, et la souleva délicatement. Cécilie sentit la panique revenir, mais la voix de Tendaji la ramena au calme. « Je suis là. Je ne vous lâcherai pas. » Elle flotta. Pour la première fois de sa vie, elle flotta sur l'eau. Les étoiles au-dessus d'elle semblaient danser. Ils restèrent ainsi 1 heure, peut-être 2.
Tendaji lui enseigna les bases, comment respirer, comment bouger les bras, comment ne pas couler. À l'approche de l'aube, ils sortirent de l'eau. « Même heure demain ?» demanda Cécilie. « Vous le souhaitez. »« Je le souhaite. » Elle repartit vers le manoir. Tendaji la regarda disparaître dans la brume matinale. Quelque chose avait changé cette nuit-là. Quelque chose de dangereux. Les leçons se poursuivirent. Chaque nuit, quand le domaine dormait, Cécilie rejoignait Tendaji à la rivière. Elle progressait vite, beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait cru. La peur, lentement, reculait. Au bout de 2 semaines, elle pouvait nager seule sur une courte distance. Au bout de 3, elle traversait la rivière d'une berge à l'autre. Mais ce n'était pas que des leçons de natation. Entre 2 exercices, ils parlaient. D'abord de choses simples. Le temps qu'il faisait, les étoiles dans le ciel, les bruits des animaux nocturnes, puis, peu à peu, de choses plus profondes. Tendaji lui raconta son village. Les cases rondes aux toits de paille, les femmes qui pilaient le mil en chantant, les enfants qui jouaient dans la poussière rouge. Il lui parla de son père, le meilleur pêcheur de la région, celui qui lui avait tout appris. Il lui décrivit les fêtes où tout le village dansait autour du feu, les cérémonies où les anciens racontaient les histoires des temps anciens. Il lui peignit un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, un monde de couleurs, de musique, de communauté. Puis il lui raconta le jour où tout avait basculé, les chasseurs d'esclaves qui avaient encerclé le village à l'aube, les coups de feu, les cris, son père qui s'était battu jusqu'à la mort pour protéger les femmes et les enfants, sa mère qu'on avait traînée de force, sa femme enceinte qu'il n'avait plus jamais revue. Cécilie l'écouta sans l'interrompre. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. Elle voulait qu'il voie qu'elle pleurait pour lui, pour son peuple, pour toutes les horreurs qu'il avait endurées. « Et non est ta femme ?» demanda-t-elle un soir. « Tu penses encore à elle ?» Chaque jour, chaque nuit. Je me demande si mon enfant est un fils ou une fille. Je me demande s'ils sont encore en vie, si elle a refait sa vie avec un autre homme. Je ne lui en voudrais pas. Elle me croit mort, probablement. Tu l'aimes encore ? Tendaji réfléchit longuement avant de répondre. Je l'aimerai toujours. Elle était ma première femme, la mère de mon enfant. Mais cet amour est devenu un souvenir, quelque chose de précieux que je garde au fond de moi, mais qui ne m'empêche pas de vivre. Je suis désolé pour tout ce que tu as subi. Pourquoi ? Vous n'avez rien fait. Non. Mais mon monde a tout fait. Ma famille possède des esclaves depuis 3 générations. L'argent qui a payé ma robe de mariée vient du travail des hommes comme toi. Comment puis-je me regarder dans un miroir ? Tendaji la dévisagea. Cette femme était différente de toutes celles qu'il avait connues. Elle ne le voyait pas comme une propriété, comme un outil, comme une bête de somme. Elle le voyait comme un homme. Et plus encore, elle avait honte de ce que les siens lui avaient fait. « Vous n'êtes pas responsable des péchés de vos ancêtres, dit-il. Mais je profite de leurs crimes. Malherzus, alors utilisez ce que vous avez pour faire le bien. C'est tout ce que chacun peut faire. » Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était le silence de 2 personnes qui commencent à se comprendre vraiment. « Ignorez-vous » demanda-t-il finalement. « Pourquoi une femme qui a tout semble-t-elle si malheureuse ?» Cécilie sourit tristement. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Pour le monde entier, elle était Lady Harrington, épouse d'un des hommes les plus riches de Louisiane. Elle avait une grande maison, des domestiques, des robes de soie, des bijoux. Que pouvait-elle désirer de plus ? Avoir tout ne signifie rien quand on n'a personne. Mon mari me méprise. Il m'a épousée pour mes terres, pas pour moi. Je pourrais être n'importe qui, ça ne changerait rien. Ma famille m'a vendu à lui comme on vend du bétail. Mon père a négocié mon prix comme il aurait négocié le prix d'une vache. Et maintenant, je vis dans une maison magnifique avec un homme qui ne me regarde même plus. Je n'ai jamais été aussi seul. Nous sommes pareils, alors. Comment ça ? Des prisonniers. Vous dans votre cage dorée. Moi dans mes chaînes de fer. La seule différence, c'est que mes barreaux se voient. Cette nuit-là, pour la première fois, leurs mains se touchèrent autrement. Pas pour une leçon, pas pour l'aider à flotter,
juste pour se toucher, juste pour sentir la chaleur de l'autre. La peau noire contre la peau blanche, deux solitudes qui se reconnaissaient. Les nuits suivantes, quelque chose grandit entre eux. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas voulu, mais c'était là, inévitable comme le lever du soleil. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la berge, Cécilie posa sa tête sur l'épaule de Tendaji. Il se raidit. « Nous ne devrions pas, dit-il. Je sais. Oui, non, si quelqu'un nous voit. Je sais. Mais elle ne bougea pas. Et lui non plus. La troisième semaine, ils s'embrassèrent pour la première fois. C'était la veille du retour prévu de Lord Aldrich. Ils savaient que leur nuit était comptée. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Cécilie. « Rien. Nous ne pouvons rien faire. Votre mari revient. Tout cela doit s'arrêter. Et si je ne veux pas que ça s'arrête, c'est que nous voulons n'a aucune importance. Le monde ne nous laissera jamais être ensemble. » Cécilie savait qu'il avait raison. Mais cette nuit-là, elle décida que le monde pouvait attendre. Elle l'embrassa encore, et ils s'aimèrent sous les étoiles, sur la berge de cette rivière qui les avait réunis. Ce fut la première fois. Ce ne fut pas la dernière. Lord Aldrich revint le lendemain, mais ses affaires l'appelaient constamment. Il partait souvent, parfois pour des jours, parfois pour des semaines. Et chaque fois qu'il partait, Cécilie retrouvait Tendaji. Il savait que c'était de la folie. Il savait qu'il jouait avec la mort. Mais quand on a goûté à la liberté, comment revenir en arrière? Les semaines devinrent des mois. L'été céda la place à l'automne. Et un matin d'octobre, Cécilie découvrit qu'elle était enceinte. Elle le sut avant même de consulter le médecin. Les nausées matinales, les vertiges, cette fatigue étrange. Son corps lui parlait, et elle comprenait son langage. La panique la saisit d'abord, puis, étrangement, une joie qu'elle n'attendait pas. Elle portait en elle le fruit de son amour avec Tendaji. Un enfant né de la seule vraie passion qu'elle avait connue. Mais la réalité la rattrapa vite. Si cet enfant naissait avec la peau sombre, tout serait fini. Pour elle, pour Tendaji, pour l'enfant. Elle courut rejoindre Tendaji cette nuit-là, avant même que la lune ne soit haute. « Je suis enceinte », lui dit-elle. Tendaji ferma les yeux. Quand il les rouvrit, elle y vit un mélange de bonheur et de terreur. « Mon enfant ? Je ne sais pas de quelle couleur il sera. Si c'est mon enfant, alors nous devons fuir, ensemble, vers le nord. » Tendaji secoua la tête. « Mouna, ils nous rattraperont. Les chasseurs d'esclaves sont partout. Et vous êtes blanche. Une femme blanche qui fuit avec un esclave noir, ce n'est pas discret. Alors quoi? Je retourne auprès de mon mari et je fais comme si de rien n'était. Mélos, c'est peut-être la seule solution. Si l'enfant a la peau claire, bon, et s'il a la peau sombre? La question resta suspendue dans l'air, lourde comme un verdict. Nous verrons, dit Tendaji. Pour l'instant, vous devez jouer le jeu. Retournez auprès de votre mari, faites en sorte qu'il croie que l'enfant est de lui. Cécilie sentit son cœur se briser, mais elle savait qu'il avait raison. Elle retourna au manoir cette nuit-là, et quand Lord Aldrich rentra de voyage 2 jours plus tard, elle lui annonça la nouvelle. La réaction de son mari la surprit. Pour la première fois depuis leur mariage, elle vit son visage s'illuminer. Il la prit dans ses bras, l'embrassa sur le front, puis sur les joues, puis sur les lèvres. « Un héritier, dit-il. Enfin, un héritier. » Cécilie sourit, mais ce sourire était un masque. Derrière, son cœur hurlait le nom de Tendaji. Les mois suivants furent une torture silencieuse. Lord Aldrich, galvanisé par la perspective d'un héritier, devint un autre homme. Lui qui disparaissait pendant des semaines à la Nouvelle-Orléans, resta désormais au domaine, veillant sur sa femme comme sur un trésor. Il lui offrait des cadeaux, des robes venues de Paris, des bijoux qu'elle n'avait pas demandés. Il avait même cessé de voir ses maîtresses, du moins c'est ce qu'il prétendait. Pour la première fois depuis leur mariage, il lui parlait. Il évoquait l'avenir de leur fils, car il ne doutait pas que ce serait un fils. Il parlait de l'éducation qu'il lui donnerait, des terres dont il hériterait, du nom qu'il perpétuerait. Lord Aldrich Harrington Jr., disait-il avec fierté, le domaine prospérerait pendant des générations.
Cécilie jouait son rôle à la perfection. Elle souriait quand il fallait sourire, elle remerciait quand il fallait remercier, elle se laissait dorloter sans protester. Elle avait appris très jeune l'art de la dissimulation, comme toutes les femmes de son rang. Montrer un visage au monde et en cacher un autre. C'était la règle. Mais chaque nuit, allongée dans ce grand lit à côté de cet homme qu'elle n'aimait pas, elle pensait à Tendaji. Elle revoyait son visage éclairé par la lune, elle sentait encore la chaleur de ses mains sur sa peau, elle entendait sa voix qui murmurait des mots en achanti, des mots qu'elle ne comprenait pas mais qui la faisaient frissonner. L'enfant qu'elle portait bougeait dans son ventre. Était-ce un fils ou une fille? Aurait-il les yeux de son père, sa peau sombre, ses cheveux crépus? Ou ressemblerait-il à elle, assez pour tromper le monde entier? Ces questions la hantaient jour et nuit. Elle priait un Dieu auquel elle ne croyait plus vraiment. Elle priait pour que l'enfant soit clair. Non pas parce qu'elle avait honte de Tendaji, mais parce que c'était la seule façon de le protéger. Si l'enfant naissait avec la peau sombre, Lord Aldrich comprendrait tout. Et alors, Tendaji mourrait. Elle mourrait peut-être aussi. Et l'enfant? Elle n'osait pas imaginer ce qu'on ferait à l'enfant. Il ne pouvait plus se voir aussi souvent qu'avant. Trop risqué. Lord Aldrich était toujours là, toujours vigilant. Il avait même engagé une servante pour veiller sur Cécilie pendant la nuit, soi-disant pour s'assurer que la grossesse se passait bien. En réalité, Cécilie savait que c'était pour la surveiller. Avait-il des soupçons, ou était-ce simplement sa nature méfiante? Mais parfois, quand les étoiles s'alignaient en leur faveur, il trouvait un moyen. Un après-midi où Lord Aldrich était parti inspecter les champs. Une nuit où la servante dormait d'un sommeil particulièrement profond. Quelques minutes volées, un regard échangé, des mains qui se frôlaient. « Comment vas-tu » lui demandait Tendaji à voix basse. « Je survis. Et toi ?»« Pareil. Je compte les jours. »« Jusqu'à quoi ?»« Mais ne jusqu'à la naissance. Ensuite, on verra. » Ils ne s'embrassaient plus. Trop dangereux. Mais leurs mains se trouvaient dans l'obscurité, et ce simple contact suffisait à leur donner la force de continuer. C'était leur ancre, leur certitude dans un océan d'incertitude. Le ventre de Cécilie grossissait de semaine en semaine. Elle sentait l'enfant bouger, donner des coups de pied, parfois même avoir le hoquet. C'était une sensation étrange, à la fois merveilleuse et terrifiante. Elle portait en elle le fruit d'un amour impossible, et cet amour était sur le point de devenir chair. Les domestiques chuchotaient dans son dos. Ils la trouvaient changée, disait-il, plus silencieuse, plus pensive. Certains pensaient que c'était la grossesse. D'autres, plus observateurs, avaient remarqué qu'elle ne regardait plus son mari de la même façon. Qu'elle sursautait quand il la touchait. Qu'elle soupirait parfois sans raison apparente. Si quelqu'un avait deviné la vérité, personne n'osa la formuler à voix haute. Certains secrets sont trop dangereux pour être prononcés. Janvier arriva, puis février. Le terme approchait. Et une nuit de mars, alors que le printemps commençait à poindre, Cécilie sentit qu'elle devait voir Tendaji une dernière fois avant l'accouchement. Elle se glissa hors du manoir comme elle l'avait fait tant de fois. Le chemin jusqu'à la rivière, elle le connaissait par cœur. Tendaji l'attendait à leur place habituelle, sous les saules pleureurs. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-il en voyant son ventre rond. « C'est trop dangereux maintenant. Je devais te voir. Je devais te dire que quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aimerai toujours. » Tendaji prit son visage entre ses mains. « Et moi, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Cet enfant que tu portes, qu'il soit clair ou sombre, sera le mien. Et je prierai chaque jour pour lui, même si je ne peux jamais le tenir dans mes bras. » Cécilie pleura. Tendaji la serra contre lui. Et c'est dans cette position que Lord Aldrich les trouva. Il était sorti pour prendre l'air. L'insomnie le tourmentait depuis quelques jours. Et quand il avait vu le lit de sa femme vide, quelque chose s'était brisé en lui. Il les avait suivis. Dans l'obscurité, il avait vu sa femme, le ventre rond de son héritier, dans les bras d'un esclave. Le rugissement qui sortit de sa gorge fit fuir les oiseaux des arbres environnants. Traîtresse. Cécilie et Tendaji se séparèrent. Lord Aldrich avançait vers eux, le visage déformé par la rage. Dans sa main, un pistolet qu'il avait emporté par réflexe.
Minus Aldrich, je peux expliquer. Expliquer? Expliquer? Tu portes le bâtard de ce nègre et tu veux expliquer. Il leva son arme vers Tendaji. Celui-ci poussa Cécilie sur le côté et se jeta sur Lord Aldrich. Le coup partit, mais la balle se perdit dans les arbres. Les deux hommes roulèrent au sol, luttant pour le pistolet. « Cours !» hurla Tendaji à Cécilie. « Cours !» Mais elle ne pouvait pas courir. Pas avec ce ventre, pas dans son état. Elle regarda, impuissante, les deux hommes se battre. Tendaji était plus fort, plus jeune. Il réussit à arracher le pistolet des mains de Lord Aldrich et le jeta dans la rivière. Mais Aldrich sortit un couteau de sa botte et le plongea dans la cuisse de Tendaji. Celui-ci hurla de douleur, mais ne lâcha pas prise. Il frappa Aldrich au visage, une fois, deux fois, trois fois. Le maître s'effondra, inconscient. « Viens », dit Tendaji en boitant vers Cécilie. « On doit partir. Maintenant. »« Mais tu es blessé. » « Mais ça n'a pas d'importance. S'il se réveille, il appellera les chiens. On doit atteindre les marais. » Il prit sa main et ils s'enfoncèrent dans la nuit. Les marais de Louisiane sont un labyrinthe mortel pour qui ne les connaît pas. Les alligators y rôdent, les serpents s'enroulent autour des branches basses, et un pas de travers peut vous faire disparaître dans la boue pour toujours. Mais Tendaji connaissait ces marais. Pendant des années, il y avait pêché pour le domaine. Il savait où poser les pieds, où éviter les prédateurs, où se cacher. Cécilie avançait difficilement. Son ventre pesait lourd, ses jambes tremblaient de fatigue et de peur. Tendaji la soutenait, ignorant la douleur de sa propre blessure. « Où allons-nous » demanda T.L. « Il y a une cabane de chasseurs abandonnée à 2 heures d'ici. On pourra s'y cacher jusqu'à l'aube, puis on partira vers le nord. » « Vers le nord, tu crois vraiment qu'on peut y arriver ?»« Je ne sais pas. Mais je préfère mourir en essayant que vivre un jour de plus en esclave. » Ils marchèrent pendant des heures. La lune éclairait leur chemin par intermittence, jouant à cache-cache avec les nuages. Les bruits de la nuit les entouraient. Le croassement des grenouilles, le ululement des chouettes, le glissement des serpents dans l'eau. Et derrière eux, de plus en plus proche, le son des chiens. « Il s'est réveillé », dit Tendaji. Il a lancé les chasseurs. « Mines, on ne va pas s'en sortir. »« Minos ne dit pas ça. La cabane est proche. Si on l'atteint, on pourra brouiller notre piste. » Ils accélérèrent autant que possible. Cécilie sentait des contractions dans son ventre. « Pas maintenant », supplia T.L. silencieusement. « Pas maintenant. » Ils atteignirent la cabane alors que l'aube commençait à poindre. Une vieille structure en bois pourri, à moitié effondrée, mais suffisante pour se cacher. Tendaji aida Cécilie à entrer et bloqua la porte avec une poutre. « Repose-toi, dit-il. Je vais surveiller. »« Moi, ta jambe. » Annoncé n'est rien. Mais ce n'était pas rien. La blessure saignait abondamment. Tendaji avait perdu beaucoup de sang. Il s'appuya contre le mur, le souffle court. Les aboiements se rapprochaient. Le soleil se leva sur les marais, peignant le ciel de rouge et d'orange. Dans la cabane, Cécilie et Tendaji écoutaient les chiens approcher. « Ils vont nous trouver », dit Cécilie. « Probablement. Je suis désolé. Tout est ma faute. Si je ne t'avais pas demandé de m'apprendre à nager... » Tendaji sourit malgré la douleur. « Ces nuits avec toi ont été les plus belles de ma vie. Je ne regrette rien. Même maintenant, même sachant comment ça va finir. » Il prit sa main et la serra. « Même maintenant, tu m'as rendu ma dignité. Tu m'as regardé comme un homme, pas comme une chose. Pour ça, je te serai éternellement reconnaissant. » Cécilie pleura. Les contractions dans son ventre s'intensifiaient. L'enfant voulait naître, comme s'il sentait que le temps pressait. La porte de la cabane explosa. Lord Aldrich se tenait dans l'encadrement, le visage tuméfié par les coups de Tendaji, mais les yeux brûlants de haine. Derrière lui, Crawford le contremaître et 3 chasseurs d'esclaves armés de fusils. « Tu croyais pouvoir t'enfuir » cracha Aldrich. « Tu croyais pouvoir me voler ma femme et mon héritier ?»« Ce n'est pas ton héritier » dit Cécilie d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. « C'est le sien. »
Le silence qui suivit fut assourdissant. Lord Aldrich regarda sa femme, puis l'esclave, puis le ventre de sa femme. Et quelque chose se brisa définitivement dans son regard. Amenez-le dehors, ordonna Théil au chasseur. Non, hurla Cécilie. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils traînèrent Tandadji hors de la cabane, le jetèrent à genoux dans la boue. Lord Aldrich sortit lentement, comme un homme qui savoure chaque instant de sa vengeance. « Oui. Tu sais ce qu'on fait aux esclaves qui touchent une femme blanche ?» demanda Théil à Tandadji. « Fais ce que tu as à faire, » répondit Tandadji sans baisser les yeux. « Mais sache que tu ne pourras jamais effacer ce qui s'est passé. Elle m'a aimé, elle m'aime encore. Et chaque fois qu'elle te regardera, c'est mon visage qu'elle verra. » Aldrich leva son pistolet. « Aldrich, non !» cria Cécilie en sortant de la cabane. « Je t'en supplie. » On retourne à l'intérieur. « Et en palesque, c'est moi que tu dois punir, pas lui. C'est moi qui l'ai cherché, moi qui l'ai séduit. Il n'a fait que... Il a fait ce qu'aucun homme de sa race n'a le droit de faire. Il va payer. » Cécilie se jeta aux pieds de son mari, agrippant ses jambes. « Je ferai tout ce que tu voudras. Je serai l'épouse parfaite. Je ne le reverrai jamais. Mais laisse-le vivre, je t'en supplie. » Lord Aldrich la regarda avec un dégoût infini. « Tu me supplies pour la vie de ton amant nègre? Tu as oublié qui tu es? » « Je suis une femme qui aime un homme. C'est tout. » Aldrich la repoussa violemment. Elle tomba dans la boue, les mains sur son ventre pour protéger l'enfant. « Regardez bien, » dit Aldrich en levant son pistolet vers Tandadji. « Tous autant que vous êtes. Voici ce qui arrive à ceux qui touchent à ce qui m'appartient. » Tandadji croisa le regard de Cécilie une dernière fois. Dans ses yeux, elle lut tout l'amour qu'il avait pour elle, et quelque chose d'autre. De la paix. « Prends soin de notre enfant, dit-il. » Le coup de feu déchira l'aube. Le corps de Tandadji s'effondra dans la boue. Cécilie hurla, un cri qui semblait venir du plus profond de son âme. Elle voulut ramper vers lui, mais Crawford la retint. « Nost, c'est fini, » dit Lord Aldrich en rangeant son pistolet. « Ramenez-la au domaine. » Le voyage de retour se fit dans un brouillard. Cécilie ne sentait plus rien, ne voyait plus rien. Tandadji était mort, l'homme qu'elle aimait était mort, et elle portait son enfant. On l'installa dans sa chambre. Un médecin fut appelé. Les contractions s'étaient calmées, mais l'enfant naîtrait bientôt. Quelques jours, peut-être moins. Lord Aldrich vint la voir ce soir-là. Il se tenait au pied du lit, la regardant comme on regarde un insecte qu'on hésite à écraser. « Voici ce qui va se passer, » dit-il d'une voix froide. « Tu vas accoucher de cet enfant. Si sa peau est claire, il sera élevé comme mon héritier, et personne ne saura jamais la vérité. Si sa peau est sombre... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. « Et moi ?» demanda Cécilie d'une voix atone. « Toi, tu resteras ma femme, tu joueras ton rôle. Tu souriras lors des réceptions, tu m'accompagneras au dîner, tu feras tout ce qu'une épouse doit faire, mais ne t'avise plus jamais de me trahir. Parce que la prochaine fois, ce n'est pas ton amant que je tuerai, c'est toi. » Il sortit sans un mot de plus. Cécilie resta seule dans cette chambre qui ressemblait désormais à une tombe. Elle posa ses mains sur son ventre et murmura. « Mamp, je te protégerai. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » L'enfant naquit 3 jours plus tard, par une nuit sans lune. Le médecin, une sage-femme et Lord Aldrich lui-même étaient en présent. Cécilie poussa, cria, pleura. Elle pensa à Tandadji. Elle pria pour que leur enfant ait la peau claire, non pas parce qu'elle avait honte de lui, mais parce que c'était la seule façon de le protéger. Quand le premier cri du nouveau-né déchira le silence, tous les yeux se tournèrent vers lui. C'était un garçon, un beau garçon aux poumons puissants. Et sa peau était claire. Pas aussi claire que celle de Cécilie, mais suffisamment pour passer pour l'enfant d'un couple blanc. Ses cheveux étaient bruns, légèrement bouclés. Ses yeux, quand il les ouvrit, étaient d'un vert profond, comme ceux de sa mère. Lord Aldrich examina l'enfant longuement. Puis, sans un mot, il quitta la chambre. La sage-femme déposa le bébé dans les bras de Cécilie. « C'est un beau garçon, madame. Comment allez-vous l'appeler » Cécilie regarda son fils. Dans ses traits,
Elle cherchait Tendaji. Elle le trouva dans la forme de son nez, dans le dessin de ses lèvres, dans quelque chose d'indéfinissable qui brillait au fond de ses yeux. « Maintenant, Théodore, dit-elle. Il s'appellera Théodore. » En grec, ce prénom signifiait « don de Dieu ». Pour Cécilie, c'était le don de Tendaji. Les années passèrent. Théodore grandit, devint un garçon vif et intelligent. Lord Aldric ne l'aimait pas vraiment, mais il jouait son rôle de père. L'enfant était son héritier. Après tout, le sang qui coulait dans ses veines importait moins que le nom qu'il portait. Cécilie, elle, portait son deuil en silence. Elle ne retourna jamais à la rivière. Elle ne nagea plus jamais. Cette partie d'elle était morte avec Tendaji, dans la boue des marais, au lever du soleil. Mais chaque soir, quand la maison dormait, elle racontait des histoires à Théodore. Des histoires d'Afrique, du royaume Ashanti, d'un pêcheur courageux qui nageait dans un grand fleuve. Théodore écoutait, fasciné, sans savoir que ces histoires parlaient de son vrai père. Un jour, se promettait Cécilie, un jour, quand il sera assez grand, je lui dirai la vérité. Je lui dirai d'où il vient, qui il est vraiment, et pourquoi il doit toujours se battre pour ce qui est juste. En attendant, elle gardait son secret. Elle souriait aux réceptions, elle accompagnait son mari au dîner, elle jouait le rôle de l'épouse parfaite, mais au fond d'elle, une flamme brûlait. La flamme de l'amour qu'elle avait vécu avec Tendaji. La flamme de la révolte contre un monde qui séparait les êtres par la couleur de leur peau. Cette flamme, elle la transmettrait à son fils. Et peut-être qu'un jour, longtemps après sa mort, le monde changerait enfin.